Chaque poil de mon corps s'est dressé quand son visage s'est mis à bouger, sa bouche s'entr'ouvrant lentement. Quand j'ai eu 5 ou 6 ans, mes parents m'ont donné un matelas d'occasion. Rien de particulier, juste un lit comme un autre. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire exactement le même rêve chaque nuit. Toujours la même scène, une femme sortait d'une maison au milieu des bois et se mettait à hurler sur des enfants qui jouaient dans un bac à sable devant chez elle. Ce n'était pas juste un cauchemar passager. Pendant 2 ans, j'ai revu cette scène encore et encore, jusqu'à pouvoir en anticiper chaque détail. Pire encore, parfois, alors que j'étais éveillé, j'entendais encore les cris de cette femme résonner dans ma tête. Ma mère a fini par se débarrasser du matelas. Une de ses amies, plutôt sceptique sur tout ce qui touche au paranormal, en avait justement besoin pour son fils. Peu après l'avoir donné, mes rêves se sont arrêtés net. Plus aucune trace de la femme, plus aucun cri. Tout était redevenu normal. Quelques semaines plus tard, sa copine est revenue lui parler du matelas. Son fils, qui n'avait jamais eu le moindre problème de sommeil, s'était mis à se réveiller en pleine nuit en proie à des terreurs nocturnes. Mon mari et moi avons séjourné dans un vieil hôtel à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. À l'époque, je ne croyais pas vraiment aux phénomènes paranormaux ni aux fantômes, surtout parce que je n'avais jamais vécu quoi que ce soit d'étrange. La chambre que nous occupions avait une ambiance chargée, avec son mobilier ancien et son atmosphère feutrée. Un fauteuil en bois sculpté, au siège légèrement incliné vers l'arrière, avait attiré mon attention. J'avais remarqué cette inclinaison en posant mon sac d'ordinateur dessus. Cela me rassurait, car le sac glissait naturellement contre le dossier, ce qui le mettait à l'abri d'une chute. J'avais aussi suspendu une robe neuve sur le dossier du fauteuil avant de sortir visiter la ville. À notre retour, la robe était par terre, juste à côté du fauteuil. J'ai supposé un instant que le personnel de ménage l'avait déplacée, mais le panneau « Ne pas déranger » était resté accroché à notre porte toute la journée, et la chambre n'avait manifestement pas été touchée. Je n'ai pas cherché plus loin. Nous avons commandé à manger, dîné tranquillement, puis nous nous sommes préparés à dormir. Dans le calme de la nuit, à moitié endormis, nous parlions à voix basse quand un bruit assourdissant a retenti. Un fracas brutal, sec et puissant, qui nous a fait sursauter. Nous avons allumé la lumière d'un coup. De l'autre côté de la chambre, à plus de 3 ou 4 mètres du fauteuil, mon sac d'ordinateur gisait au sol. Il n'avait pas simplement glissé ou basculé, il avait été projeté. Il était impossible qu'il ait simplement tombé du fauteuil et atterri aussi loin, surtout que l'inclinaison du siège aurait dû le maintenir plaqué contre le dossier. Un frisson glacé m'a parcouru. J'étais figé, le cœur battant. Mon mari, lui, a haussé les épaules avec un calme presque agaçant. Il a juste murmuré que les hôtels de Santa Fe étaient souvent hantés et que le fantôme ne devait pas aimer qu'on pose des affaires sur son fauteuil. J'ai exigé que l'on laisse une lampe allumée. J'étais tellement terrifié que je n'ai même pas osé vérifier si mon ordinateur fonctionnait encore. Le lendemain matin, mon mari a interrogé l'employé de la réception, sans rien dire de précis. Il lui a simplement demandé si l'hôtel avait la réputation d'être hanté. L'homme a ri légèrement avant de répondre d'un ton détaché, comme si la question était banale. « Oh, vous avez vu la petite fille ? » Il y a environ 1 an, je m'occupais de la maison de mon père pendant son absence. Il était parti camper avec des amis et ma sœur, tandis que ma femme était en Colombie avec sa famille pour 1 mois. Comme si ce n'était pas assez de solitude, mes beaux-parents m'avaient demandé de garder leur chien pendant leur voyage. J'ai accepté sans hésiter. La première nuit, tout semblait normal. Les 2 chiens avaient passé la journée à jouer ensemble, épuisés par leur course folle dans le jardin. Vers 22 heures, je décide d'aller me coucher. Comme toujours, je fais mon tour de la maison, je verrouille la porte d'entrée, je m'assure que la porte arrière est bien fermée et je vérifie que toutes les autres portes de la maison sont bien fermées, à l'exception de celle de ma chambre. Une routine classique, puis je dors. Vers minuit, un chaos soudain me tire brutalement du sommeil.
Les chiens aboient frénétiquement, leurs gémissements sont paniqués, presque plaintifs. Je me lève en sursaut et dévale les escaliers pour voir ce qui se passe. Arrivé en bas, mon regard se fiche sur la porte arrière, elle est grande ouverte. Un frisson glacé me parcourt. J'étais pourtant sûr de l'avoir fermée. Je baisse les yeux vers les chiens, ils ne regardent même pas la porte. Ils sont recroquevillés sur le sol, couchés dans une flaque de leur propre urine, et fixent la porte du sous-sol. Leurs gémissements se transforment en grondements sourds, leur peur presque palpable. Je tourne lentement la tête. La porte du sous-sol est entr'ouverte. Mon cœur s'emballe. Je déverrouille mon téléphone, prêt à appeler le 911, mais au lieu de fuir, je descends prudemment. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. J'inspecte chaque recoin de la cave, les nerfs à vif, mais il n'y a rien. Juste une sensation écrasante de malaise. Après quelques minutes, je remonte. Les chiens sont toujours tétanisés, mais je finis par les calmer et je nettoie leur désordre. Vers 1h, la tension semble retomber. Les chiens recommencent à respirer normalement. Cette fois, je m'assure que la porte du sous-sol est bien verrouillée, je vérifie 2 fois que la porte arrière est fermée à clé et je retourne me coucher, l'esprit en alerte. Puis, à 2h précises, les chiens recommencent à aboyer, cette fois avec une panique encore plus intense. Je bondis du lit et descends les escaliers à toute vitesse. Et là, exactement comme avant, la porte arrière est grande ouverte. Et la porte du sous-sol aussi. Mais cette fois, les chiens ne regardent pas le sous-sol. Ils sont collés à la fenêtre, fixant quelque chose dans le jardin. Mon sang se glace. Je ne veux pas savoir ce qu'ils voient. Je n'ose même pas regarder par la fenêtre. Je claque la porte du sous-sol, puis celle de l'arrière, verrouillant le tout avec une force presque désespérée avant de remonter à toute vitesse. Cette nuit-là, je ne ferme pas l'œil. Les chiens non plus, ils dorment sur mon lit, pressés contre moi comme s'ils cherchaient une protection. Une semaine plus tard, mon père rentre. Je lui raconte tout, sans rien omettre. Je veux comprendre. Je lui demande de vérifier les caméras de surveillance, ce que je ne pouvais pas faire seul, ne sachant pas comment les utiliser. On passe en revue les enregistrements. Rien d'étrange à l'extérieur. Pas une silhouette, pas un mouvement, pas même une ombre. Puis, on arrive au moment clé, minuit et 2h. Sur les images, la porte arrière, que j'avais verrouillée devant la caméra, s'ouvre brusquement toute seule. Pas lentement, pas poussée par une brise. Elle se décroche comme si une force invisible l'avait projetée vers l'extérieur. Mon estomac se noue. Sur un autre angle, on me voit distinctement verrouiller la porte chaque fois, sans erreur. Pourtant, elle s'ouvre toute seule, avec une force inexplicable. Depuis cette nuit-là, mon père n'a jamais eu le moindre problème avec cette porte. Pas une seule fois elle ne s'est rouverte toute seule. Il n'y a eu aucune réparation, aucun changement dans la serrure. Juste cette nuit-là, et seulement cette nuit-là. Je n'ai toujours aucune explication. Et honnêtement, je ne suis pas sûr d'en vouloir une. J'avais un cancer de la peau sur le visage. J'ai dû subir une chirurgie, une procédure où l'on retire les tissus touchés jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la peau saine. Ce qui n'était au départ qu'une petite tache sur l'arête de mon nez m'a coûté presque toute cette partie du visage. Les médecins ont réussi à reconstruire ce qu'ils pouvaient, mais il en est resté une cicatrice. Elle partait de l'espace entre mes sourcils, suivait toute la longueur de mon nez et s'arrêtait juste au-dessus de ma lèvre. J'apprenais à vivre avec, mais sortir en public était une épreuve. Pendant un bon moment, la cicatrice était d'un violet profond, presque noir, et je ne pouvais même pas la camoufler avec du maquillage. Un jour, je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller faire des courses. J'ai mis une casquette, les tiré bien bas sur mon visage, et j'ai gardé les yeux rivés au sol en entrant dans le magasin. Dès que j'ai passé l'entrée et tourné à droite vers le rayon des fruits et légumes, j'ai croisé un vieil homme. Il avait des cheveux d'un blanc éclatant et les yeux les plus bleus que j'avais jamais vus. Il se tenait à côté d'un petit stand,
en train de faire une démonstration de fraises enrobées de chocolat qu'il distribuait aux clients. Il m'a souri. Instinctivement, j'ai répondu par un sourire timide avant de baisser la tête et de continuer mon chemin. Mais derrière moi, j'ai entendu sa voix, « Mademoiselle. Excusez-moi, mademoiselle. » J'ai fini par me retourner. Il a tendu la main, m'a doucement attrapé le bras et m'a fait face. Son regard était doux mais perçant, comme s'il voyait au-delà de tout le reste. Les cicatrices s'effaceront. Ce qui vous rend belle, c'est votre cœur. J'ai senti un nœud se former dans ma gorge. Un mélange d'émotions, de gratitude et d'incrédulité. J'ai bredouillé un « ouais, merci » avant de m'éloigner de quelques pas, presque gêné d'avoir été si brève avec lui. Puis la culpabilité m'a frappé. Cet homme venait de me dire exactement ce dont j'avais besoin d'entendre, et je l'avais à peine remercié. Je me suis retourné et il n'était plus là. Le stand avait disparu. Pas de fraises, pas de chocolat, pas de vieil homme aux yeux perçants. J'ai parcouru les allées, scruté chaque recoin du magasin. J'ai même demandé à une caissière où était passé le monsieur qui distribuait des échantillons. Elle m'a regardé avec confusion. Il n'y avait aucun stand ce jour-là. Je n'ai jamais revu cet homme, et je ne saurais jamais vraiment qui il était. Mais ce jour-là, il m'a donné un cadeau inestimable. Il avait raison. Les cicatrices ont fini par s'atténuer. Et plus encore, je ne me suis plus jamais senti gêné par elles. Elles font partie de moi, mais elles ne me définissent pas. J'ai eu la chance de croiser son regard, ne serait-ce qu'un instant. Et de savoir, ce jour-là, que j'existais, que j'avais de la valeur. Il y a environ 2 semaines, mon frère m'a confié qu'il entendait des voix la nuit. Une voix grave, masculine, qu'il appelait depuis l'extérieur, lui demandant de sortir. D'après lui, ça venait du milieu de la cour, quelque part dans l'obscurité. Le lendemain, ma femme et mes enfants étaient sortis, me laissant seul avec lui. La nuit tombée, nous avons aperçu quelque chose bouger dans le petit bosquet d'arbres au fond de leur jardin. Intrigués, nous avons décidé d'aller voir, mais une fois sur place, il n'y avait rien. Juste une sensation étrange dans l'air, une tension invisible mais oppressante. Nous avons fait demi-tour, et c'est à ce moment-là que quelque chose nous a projetés à plus d'1 mètre du sol. Nous avons atterri brutalement, l'adrénaline nous forçant à nous relever immédiatement avant de foncer à l'intérieur de la maison. Nous avons refermé la porte derrière nous, tremblants, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. C'était impossible. Il n'y avait rien là-bas. Et pourtant, on nous avait bel et bien soulevés du sol comme des poupées de chiffon. Nous sommes restés cloîtrés quelques minutes, essayant de retrouver notre souffle. Puis, mon frère a réalisé qu'il avait perdu une chaussure. Et comme il en avait besoin pour le travail le lendemain, il fallait retourner dehors la récupérer. Cette fois, nous ne comptions pas être pris au dépourvu. Nous avons pris une hache, par mesure de précaution, et nous sommes sortis aussi vite que possible. En un éclair, nous avons récupéré la chaussure et avons foncé vers la maison. Une fois en sécurité, j'ai senti une brûlure me parcourir le dos. J'ai demandé à mon frère de regarder. Lorsqu'il a relevé ma chemise, il a reculé d'un bond et s'est mis à crier. De longues griffures rouges s'étendaient sur toute ma peau, nette et profonde. Sous le choc, nous avons essayé de rationaliser. Peut-être des branches dans le noir? Peut-être autre chose? Quelques minutes plus tard, nous sommes sortis sur le perron pour récupérer un objet. C'est là que nous avons vu quelqu'un, ou plutôt quelque chose, debout derrière la maison, juste devant une fenêtre. Le problème? Pour voir à travers cette fenêtre, un homme normal aurait dû mesurer au moins 2,10 m. La panique a pris le dessus. Nous avons décidé de ne plus bouger du perron jusqu'à ce que ma femme revienne avec les enfants. Le silence s'était installé, mais pas pour longtemps. Au bout de quelques minutes, des pas lourds ont retenti sur le gravier du côté de la maison. Quelqu'un ou quelque chose courait vers nous. Le bruit des pierres projetées en l'air était bien réel mais il n'y avait personne. Cette nuit-là, nous n'avons plus remis un pied dehors. Quand ma femme est finalement rentrée,
l'atmosphère s'est calmée. Comme si la chose savait qu'elle ne pouvait plus nous atteindre. Depuis, je n'arrête pas d'y repenser. Mon frère aussi. On sait que ce n'était pas un rêve, pas un simple délire paranoïaque. Il y avait quelque chose dans cette cour. Quelque chose de grand, de puissant et de très, très réel. Je ne sais pas en quoi je crois. Je ne sais même pas ce que c'était. Mais ce dont je suis certain, c'est que ça nous regardait. Et qu'à aucun moment, ça n'avait l'intention de nous laisser tranquilles. Quand j'avais 11 ans, j'ai participé à une soirée pyjama avec mon groupe de filles. À un moment de la soirée, dans cette immense salle d'église où nous étions réunis, l'une d'entre nous a suggéré d'essayer un jeu qu'on avait tout entendu parler mais jamais tenté, faire léviter quelqu'un. Ça sonnait comme un défi amusant, presque innocent, et nous étions pleines d'excitation à l'idée de voir si ça pouvait réellement fonctionner. Nous étions 9, debout en cercle autour de Tammy, qui s'était allongée sur un matelas au centre. En chuchotant, presque en riant au début, nous avons commencé nos petites incantations, répétant en chœur, par les pouvoirs de la lévitation, qu'elle s'élève. Nous avons alors placé uniquement le bout de nos petits doigts sous son corps et avons poussé doucement vers le haut, convaincus que rien ne se passerait. Et pourtant, elle s'est élevée. Sans effort, comme si elle pesait moins qu'une plume, nous l'avons soulevée à la hauteur de nos épaules, son corps rigide et flottant entre nous. Ce n'était pas censé arriver. Nous étions toutes figées, retenant notre souffle, sentant cette réalité basculer sous nos doigts. L'espace d'un instant, le monde entier semblait suspendu dans cet acte impossible. Puis, en une fraction de seconde, la prise de conscience nous a frappés. Ce que nous étions en train de voir dépassait l'entendement. La panique a pris le dessus, et nous avons hurlé d'une seule voix. Au même moment, Tammy est retombée brusquement sur le matelas, comme si un fil invisible venait d'être tranché, son corps s'écrasant sous son propre poids. C'était l'une des choses les plus étranges, les plus incompréhensibles que j'ai jamais vécues. Et sûrement l'une des plus marquantes pour Tammy aussi. Le lendemain, quand nous avons raconté ce qui s'était passé aux adultes, personne ne nous a cru. Ils ont souri, haussé les épaules, prétexté l'hystérie collective, l'effet de groupe, une illusion, n'importe quelle explication rationnelle qui pouvait justifier l'inexplicable. Vous avez simplement réussi à la soulever, nous ont-ils dit, comme si nous n'étions pas déjà conscientes du poids réel d'un corps humain. Mais nous savions. Nous avions senti à quel point c'était différent. Aujourd'hui encore, je m'en souviens parfaitement, avec une clarté absolue. Ce n'est pas le genre d'expérience que l'on oublie. L'histoire de mon père dépasse largement tout ce que j'ai pu vivre moi-même. Ce qu'il a expérimenté au fil des années est bien plus troublant et fascinant. Accrochez-vous, parce que ce récit est long et, surtout, glaçant. Voici l'histoire de la vieille ferme qu'il a habitée dans sa jeunesse, un endroit qui, avec le temps, est devenu connu sous un nom bien particulier, la maison hantée. Mon père a grandi en Australie, dans des fermes laitières que ses parents géraient pour le compte d'un propriétaire. Ils changeaient régulièrement de ferme, s'installant là où on avait besoin d'eux. Mais parmi toutes celles où ils ont vécu, une seule s'est véritablement gravée dans leur mémoire. Dès leur installation, quelque chose dans cette maison ne tournait pas rond. Il y avait une sensation inexplicable, une lourdeur, comme si l'endroit lui-même rejetait leur présence. Le sol était en bois ancien, parsemé de petites encoches que ma grand-mère, soucieuse du moindre détail, avait pris l'habitude de boucher avec des petits stoppeurs. Chaque matin, ils se réveillaient pour constater qu'ils avaient été poussés de l'intérieur, comme si quelque chose sous la maison s'amusait à les déloger un à un. Les bizarreries ne s'arrêtaient pas là. Dans les encadrements de portes, de lourdes perles hippies pendaient en rideaux, suffisamment épaisses pour qu'un simple courant d'air ne puisse pas les faire bouger. Pourtant, au petit matin, mon père les trouvait souvent en train de se balancer doucement, comme si quelqu'un venait juste de passer à travers. À chaque fois qu'il vérifiait, tout le monde dormait encore. Au fil des mois, les phénomènes se sont intensifiés. Il ne s'agissait plus seulement d'une atmosphère pesante ou de petits détails étranges, mais d'une présence plus tangible.
La situation est devenue suffisamment oppressante pour que ma grand-mère décide de contacter un médium, dans l'espoir de calmer l'énergie du lieu. Mais lorsqu'elle est arrivée en voiture, elle s'est arrêtée net à l'entrée du chemin. Elle a refusé de sortir de son véhicule. Pas question de poser un pied dans cette maison. Sa seule recommandation a été brève et sans appel, quitter les lieux au plus vite. Puis elle a fait demi-tour sans un mot de plus. Peu après, quelque chose a commencé à rôder autour de la maison. Mon père ne sait toujours pas ce que c'était et, honnêtement, il préfère ne pas le savoir. Chaque matin, il découvrait des traces dans l'herbe, des zones piétinées juste sous les fenêtres, comme si quelqu'un ou quelque chose avait passé la nuit à les observer de l'extérieur. Les pinces à linge de ma grand-mère, pourtant rangées soigneusement, étaient retrouvées déchiquetées, éparpillées aux quatre vents. Elle râlait parce qu'elle devait sans cesse en racheter de nouvelles, mais personne ne trouvait d'explication logique à ce qui se passait. Puis, ce fut le bruit. Des griffures à la fenêtre de mon père, en pleine nuit. Toujours au même endroit, toujours à la même hauteur. Il n'osait jamais se retourner, convaincu que s'il regardait, il croiserait un regard qui ne devait pas être là. Au matin, la peinture sous la fenêtre était lacérée, l'herbe en contrebas écrasée par des pas invisibles. Une nuit, alors que mon grand-père était parti travailler plus loin sur la propriété, ma grand-mère a réveillé mon père en tremblant. Ils sont restés enfermés dans sa chambre, recroquevillés dans le noir, à écouter ce qui traquait la maison de l'extérieur. Le pire moment, cependant, a eu lieu alors que mon père marchait à travers les paddocks pour rejoindre son père avant l'aube. Il faisait froid, le givre recouvrait l'herbe. Tandis qu'il avançait, il a entendu des pas derrière lui. Il s'est arrêté. Les pas se sont arrêtés. Il a repris sa marche. Les bruits ont recommencé. Il s'est figé à nouveau. Cette fois, le son ne s'est pas arrêté. Quelque chose s'est mis à courir droit vers lui. Sans chercher à comprendre, il a détalé. Il a traversé 2 paddocks, sauté les clôtures sans même ralentir, et n'a cessé de courir qu'une fois arrivé aux côtés de son père. Même lorsque ses parents s'absentaient, laissant la maison à mon père pour le week-end, la présence ne disparaissait pas. Il organisait des fêtes, profitant du fait qu'il avait la maison pour lui seul. Mais, systématiquement, malgré l'espace disponible, ses amis finissaient par dormir tous dans la même pièce, refusant d'être seuls, même pour une nuit. Une nuit, alors qu'il n'y avait que lui et son cousin, il s'était installé pour boire et jouer au billard. Vers minuit, en plein milieu d'une partie, une silhouette sombre est apparue. « Allez vous coucher. » L'ordre était calme, mais autoritaire. Ivre, mon père n'a même pas cherché à comprendre et a suivi l'instruction sans broncher. Au matin, la table de billard avait été rangée, le jeu terminé et tout remis en place. Son cousin, encore sous le choc, lui a alors demandé qui était cet homme qui était resté debout à les regarder dormir. Mais mon père n'en avait aucun souvenir. Ils ont fini par quitter la maison. D'autres y ont emménagé après eux. Pas longtemps après, elle a brûlé. Mon père n'a jamais su ce qui avait causé l'incendie, mais une chose est certaine, il en a ressenti un immense soulagement. Quand j'étais enfant, la seule chose véritablement inexpliquée qui me soit arrivée s'est produite chez ma tante. Rien d'aussi spectaculaire que les histoires de maisons hantées ou d'apparitions, mais un phénomène récurrent, précis et dérangeant, que je n'ai jamais réussi à expliquer. Nous passions parfois la nuit chez elle, et comme d'habitude, je dormais sur le canapé du salon. La maison était ancienne, remplie d'objets vieillots et d'une pièce entière dédiée aux poupées de porcelaine, ce qui suffisait déjà à lui donner une atmosphère un peu étrange. Mes cousins affirmaient que ces poupées se déplaçaient toutes seules, mais personnellement, je n'avais jamais rien remarqué d'anormal de ce côté-là. Ce qui me troublait, en revanche, arrivait chaque fois que je dormais là-bas. La maison était construite sur 2 étages, avec un escalier en bois qui menait directement au salon, à quelques mètres du canapé où je dormais. Une fois la nuit tombée, lorsque tout était silencieux et que tout le monde dormait, ça recommençait toujours de la même façon, un bruit sec, distinct. Comme si une bille de verre était lâchée en haut de l'escalier. Je l'entendais heurter une marche, puis une autre,
dévalant l'escalier avec un rythme régulier, jusqu'à atterrir sur le plancher du salon. Et après un court silence, cela recommençait. 5 à 6 fois par nuit. Au début, je pensais que quelqu'un jouait avec des billes, mais personne n'en possédait. J'ai essayé d'en parler à mes cousins et à ma tante, mais personne ne semblait surpris. Ils n'entendaient rien. J'ai tenté de trouver une explication logique, une bille coincée dans un recoin, un bruit venant de l'extérieur, un effet d'acoustique bizarre. Mais à chaque nuit passée là-bas, le bruit revenait, implacable et régulier, toujours au moment où le silence régnait. Je n'ai jamais osé me lever pour voir ce qui se passait. Pas par peur de ce que je pourrais voir, mais parce que, quelque part au fond de moi, je savais que je ne trouverais rien. En 2012, ma famille a emménagé en Caroline du Nord, et la dernière maison dans laquelle nous avons vécu abritait quelque chose que je ne peux que qualifier de démon ou de présence obscure. L'événement qui me hante encore aujourd'hui, celui qui me réveille parfois la nuit avec le souffle court et la peur au ventre, s'est déroulé un matin où le courant avait été coupé. Je m'étais levé et, trouvant la maison plongée dans l'obscurité, j'étais allé demander à ma sœur ce qui se passait. Elle, qui a 12 ans de plus que moi, m'avait expliqué que nos parents étaient sortis pour régler un transfert d'électricité vers le Michigan, ou quelque chose dans ce genre. J'avais 10 ans à l'époque. Mes parents absents, l'électricité coupée, je n'avais pas grand-chose à faire, alors j'ai pris ma Nintendo DS et je suis allé m'allonger sur le lit de mes parents pour jouer à Cartoon Network Racing. Leur matelas était bien plus confortable que le mien, et la chambre principale était située de l'autre côté de la maison. Juste en face de la porte de la chambre, il y avait la salle à manger, qui menait directement à la cuisine. Ce détail allait bientôt prendre toute son importance. C'est là que tout bascule. Je suis plongé dans mon jeu quand, soudain, un sentiment inexplicable me traverse. Une pensée s'impose à moi, comme une voix intérieure, mais qui ne m'appartient pas. Mais le jeu en pause et lève les yeux. Je ne sais pas pourquoi j'obéis immédiatement, mais je le fais. Et à cet instant, mon souffle s'arrête. Dans l'encadrement de la porte, debout dans la salle à manger, quelque chose me fixe. C'est une silhouette immense, plus de 2 mètres de haut, une masse sombre qui n'est pas simplement noire, mais d'un noir qui a du relief, des nuances d'ombre qui lui donnent une profondeur quasi tangible. Comme si elle était faite de ténèbres elle-même, condensée en une forme humanoïde. Mais ce n'est pas seulement son gigantisme qui me glace le sang. C'est son visage, ou plutôt ce qu'il en reste. La moitié de son crâne semble avoir été pulvérisée par un coup de fusil. Des lambeaux de chair pendent, retenus par des filaments de muscles à vif. La peau n'est plus qu'un voile déchiré, laissant entrevoir l'ossature sous-jacente. Le plus terrifiant ? Le soleil entrait à travers le puits de lumière au plafond et ses rayons lumineux passaient à travers lui, comme s'il n'existait qu'à moitié. Je ne sais pas combien de temps il est resté là, immobile, me fixant. Je sais seulement qu'à un moment, il a tourné la tête, puis il s'est éloigné vers la cuisine. À cet instant, j'ai compris ce que signifiait être paralysé par la peur. Mon corps entier refusait de bouger, mon souffle était bloqué dans ma poitrine, incapable de s'échapper. Je ne sais pas combien de minutes se sont écoulées avant que je ne retrouve le contrôle de mes muscles. Mais quand j'ai enfin senti la tension se relâcher, j'ai réussi à descendre du lit. Le cœur battant, priant intérieurement pour que cette chose ait disparu, j'ai osé jeter un coup d'œil rapide vers la cuisine. Il n'y avait plus rien. Un immense soulagement m'a envahi, mais je n'étais pas encore rassuré. Ma première pensée a été de vérifier ma lapine, qui se trouvait dans sa cage, juste à côté de la salle à manger. Je me suis précipité vers elle et l'ai trouvée recroquevillée au fond de son enclos, les oreilles dressées, les yeux écarquillés, la respiration saccadée. Elle avait vu la même chose que moi. L'angoisse est revenue en force. Si l'animal, qui ne pouvait pas être influencé par mon imagination, avait aussi perçu cette présence, alors ce n'était pas juste mon esprit qui me jouait un tour. Trop paniqué pour rester seul, j'ai couru jusqu'à la chambre de ma sœur, la réveillant en pleurs, incapable de calmer mes tremblements. Entre deux sanglots, je lui ai tout raconté. Heureusement,
Elle ne m'a pas repoussé. Elle m'a laissé rester avec elle, me disant que je pouvais jouer à ma console au pied de son lit, tant que je restais calme pendant qu'elle dormait. Je ne suis jamais retourné seul dans cette chambre ce jour-là. Et je n'ai plus jamais revu cette chose. Mais encore aujourd'hui, il m'arrive de me réveiller en sursaut, revivant cette scène en boucle. L'image de cette silhouette, ce regard sans yeux, figé sur moi depuis l'obscurité. J'ignore ce que c'était. J'ignore ce qu'il voulait. Mais je prie pour ne jamais le revoir. Mon père est décédé moins de 6 mois après la naissance de ma fille. Pendant sa première année, elle dormait très mal, se réveillant en pleine nuit en larmes, souvent en hurlant. Ma femme et moi nous relayions pour la réconforter, tentant de lui offrir un peu d'apaisement. Un soir, peu de temps après la mort de mon père, j'ai fait un rêve étrange. Dans ce rêve, j'entendais ma fille crier dans sa chambre. Je me levais pour aller la voir, mais avant d'atteindre la porte, mon père en sortait. Il me regardait brièvement avant de dire simplement qu'elle allait bien, puis continuait son chemin. Au même instant, les pleurs cessaient. Je me suis réveillé en sursaut. Le babyphone, qui fonctionnait en mode activé par le son, avait son écran allumé. Il ne s'illuminait que si un bruit dépassait un certain seuil et s'éteignait après 3 minutes de silence. Intrigué, je suis allé voir ma fille. Elle dormait paisiblement. Le matin, j'ai raconté mon rêve à ma femme. Elle m'a alors confié qu'elle avait bien entendu notre fille pleurer, mais avait supposé que j'étais déjà allé la calmer. 3 ans ont passé, et cette image reste gravée dans mon esprit. Mon père, plus jeune, sortant de sa chambre dans un calme absolu. J'étais chez ma fille, qui vivait avec son mari et leurs enfants dans une maison qu'ils avaient héritée de l'oncle décédé de son mari. Ce jour-là, elle, mes petites filles et moi étions allés faire des courses. Pendant ce temps, son mari, James, et leur ami Gary, qui vivait avec eux, travaillaient encore. Ils livraient des colis pour la même entreprise, mais leurs horaires variaient parfois, si bien que l'un pouvait rentrer avant l'autre. La maison était ancienne, avec une disposition particulière. Dès l'entrée, la chambre de ma fille se trouvait sur la droite. En avançant, on arrivait directement dans la cuisine, et sur la droite, il y avait le salon, où donnait aussi la porte de la salle de bain. Elle gardait toujours les rideaux du salon bien fermés, ce qui plongeait la pièce dans une obscurité constante. Nous sommes donc rentrés des courses. Ma fille est sortie à l'arrière, les enfants ont couru à l'étage, et moi, je suis resté dans la cuisine pour ranger les sacs. J'étais debout près du comptoir, faisant face à la porte arrière, quand j'ai vu une silhouette traverser le salon. C'était un homme, grand et mince, qui sortait de la salle de bain et se dirigeait vers le meuble télé. Tout à fait normal, tout à fait banal. Je n'ai même pas levé un sourcil, car c'était exactement ce que Gary faisait toujours. Il avait cette habitude, rentrer du travail, aller droit au salon et déposer ses clés et sa monnaie dans un petit bol sur le meuble télé. Ça me semblait tellement naturel que je n'y ai même pas prêté attention. Une fois les courses rangées, je suis allé aux toilettes, et en sortant, un détail m'a frappé. Je n'avais pas vu Gary dans le salon. J'ai trouvé ça étrange et j'ai demandé à ma fille où il était. Elle m'a répondu qu'il était encore au travail. Je l'ai regardé, un peu perplexe. Non, je l'ai vu passer tout à l'heure. Il est rentré. Mais non, il n'était pas là. On a mis ça de côté, pensant que j'avais peut-être juste imaginé quelque chose, sans vraiment y réfléchir. Mais plus tard dans la soirée, quand James est rentré à son tour, la curiosité m'a poussé à lui poser une question. Ton oncle, il était plutôt de ta carrure ou plus grand et mince? Sans hésitation, il m'a répondu, il était grand et mince. Le malaise a commencé à s'installer doucement en moi. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, et il m'a alors révélé un détail que je ne connaissais pas. Lorsqu'il était malade, son oncle avait déplacé sa chambre au rez-de-chaussée, là où James et ma fille dormaient désormais, car il ne pouvait plus monter à l'étage. Et chaque fois qu'il allait à la salle de bain,
il passait exactement par l'endroit où j'avais vu cette silhouette traverser le salon. Gary est rentré quelques heures plus tard, bien après l'apparition de cette silhouette. Ce qui me trouble encore aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais eu le moindre frisson en le voyant. Je n'ai pas ressenti cette sensation de malaise qu'on associe souvent aux expériences paranormales. À aucun moment, je n'ai pensé voir autre chose qu'un être humain bien vivant. Et pourtant il n'y avait personne. J'étais en visite chez ma famille et, avec mon petit ami, qui est maintenant mon mari, nous logions dans un hôtel. La première nuit, nous nous sommes endormis sans problème. En pleine nuit, je me suis réveillé, tourné vers la fenêtre. Dans l'obscurité, mon regard s'est posé sur un coin de la chambre où une ombre sombre, vaguement humaine, semblait se tenir immobile. Je l'ai observé un moment, tentant de comprendre ce que c'était. Après quelques secondes, une explication logique m'est venue à l'esprit, ce devait être un lampadaire. Le coin était vide, et une lampe sur pied semblait être l'option la plus probable. Rassuré, j'ai simplement changé de position et me suis rendormi. Au matin, ce souvenir m'est revenu. Je me suis tourné vers ce coin de la chambre, là où j'avais supposé qu'un lampadaire se trouvait mais il n'y avait rien. L'espace était entièrement vide. Intrigué, j'en ai parlé à mon petit ami. Dès que j'ai mentionné ce détail, il a blêmi. Il m'a alors confié qu'il s'était réveillé en pleine nuit avec une sensation oppressante, comme si quelqu'un l'observait. Il avait même dû se lever pour aller jusqu'à la salle de bain, dans l'espoir de se débarrasser de ce malaise. Je me suis soudain souvenu l'avoir vaguement entendu bouger pendant la nuit, sans y prêter attention sur le moment. Depuis, chaque fois que je me retrouve dans une pièce sombre, ce souvenir me revient, et une étrange angoisse me serre la poitrine. C'était une nuit comme une autre. J'étais encore jeune et, comme d'habitude, je suis allé me coucher sans me douter que quelque chose d'étrange allait se produire. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve qui m'a marqué à jamais. Dans ce rêve, mon oncle était là, mais il n'était pas comme d'habitude. Son visage était enfoncé, du sang recouvrait son corps, ses bras et ses jambes semblaient brisés. C'était une vision terrifiante, d'une violence que je n'aurais jamais pu imaginer. Pourtant, malgré son apparence méconnaissable, il m'a simplement regardé et m'a dit de prendre soin de ma mère. C'était son grand frère, et son ton était grave, presque suppliant. Avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, ma mère m'a réveillé en pleurs. Encore engourdie par mon rêve, je me suis levé pour la réconforter. Elle était bouleversée, incapable de reprendre son souffle, et m'a annoncé que l'hôpital venait d'appeler, mon oncle venait de mourir dans un accident de moto. Les jours qui ont suivi ont été lourds. Ma mère était effondrée. Pendant près d'une semaine, elle semblait perdue dans son chagrin. Puis, une dizaine de jours plus tard, elle m'a confié qu'elle avait rêvé de lui. Il était venu la voir, s'était excusé, et puis il s'était éloigné, disparaissant doucement, comme s'il partait pour de bon. Les années ont passé, mais ce lien étrange entre nous n'a jamais semblé disparaître complètement. Le jour anniversaire de sa mort, ma mère a allumé une bougie en sa mémoire. Ce soir-là, j'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Assis sur le canapé, silencieux, mon oncle était là. Il regardait ma mère, veillant sur elle. J'ai cligné des yeux, et il n'était plus là. Je ne savais pas ce que j'avais vu, mais je savais que ce n'était pas mon imagination. Comme si, d'une certaine manière, j'avais toujours été capable de le percevoir, même après son départ. J'ai travaillé pour l'un des départements de mon université qui a été déplacé dans un bâtiment censé être vide sur le campus. À l'époque, ils avaient besoin de notre ancien espace, situé dans un bâtiment plutôt bien rempli, utilisé principalement pour les cours généraux, afin d'y installer un nouveau département. On s'est donc retrouvé dans l'ancienne bibliothèque, qui n'avait pas été occupée à plein temps depuis 2006. C'était en 2017. La plupart du bâtiment avait été rénové, à l'exception des anciennes salles de stockage, 5 niveaux entiers de rayonnage.
La majorité des ouvrages avaient été déplacés quand la bibliothèque avait changé d'emplacement, il y a une 50aine d'années, et le reste avait fini dans les archives universitaires. Mais pas tous. Quelques livres, très anciens et complètement obsolètes, n'avaient jamais quitté les lieux. Ils provenaient de la bibliothèque d'origine du campus, située à l'époque dans le tout premier bâtiment de l'université, qui était resté le seul pendant 40 ans. La première bibliothécaire de l'université était une figure marquante. Passionnée et totalement dévouée à son travail, elle avait laissé une empreinte telle que la bibliothèque actuelle porte son nom. Elle est morte en 1921. Selon la rumeur, elle habiterait encore les livres, ou quelque chose dans ce genre. En tant que gamin du coin et fervent admirateur de cette université, je connaissais bien les histoires. Je n'y croyais pas. On racontait que certains professeurs refusaient d'y travailler, que des portes claquaient seules, que des papiers et des livres tombaient sans raison, que des courants d'air glacé traversaient parfois le bâtiment. Des légendes, rien de plus. Nous avons emménagé sans cérémonie, sans problème. Mais les anciennes réserves étaient en travaux et, bien qu'elles soient normalement fermées à clé et strictement interdites aux étudiants, il arrivait qu'on puisse y accéder de temps en temps. Évidemment, j'ai fini par y entrer. Par simple curiosité, pour voir ce qu'il y avait là-dedans. Le dernier jour de la semaine des examens, en mai 2018, j'ai décidé d'explorer un peu plus. J'avais encore 2 ans à travailler ici, autant m'acclimater au bâtiment. En descendant au sous-sol, j'ai remarqué que la porte du dernier niveau des rayonnages n'était pas verrouillée. Alors, forcément, j'y suis allé. Dès que j'ai franchi le seuil, les néons se sont allumés en crépitant. Ils étaient instables, clignotaient sans cesse. Il faisait une chaleur étouffante. La ventilation de ce bâtiment était catastrophique, même aux étages occupés, alors ici, c'était pire encore. L'air était lourd, stagnant. J'ai avancé entre les étagères, où la lumière restait capricieuse. Une chaleur pesante, des bruits étranges un peu partout, des livres jaunis par le temps, et, posés çà et là, de petits fossiles oubliés, des fragments de coquillages, des morceaux de bois pétrifiés, sans doute laissés là par le département de géologie. À cette heure-ci, vers 17h30, je devais être le dernier dans le bâtiment. La fin du semestre approchait, il n'y avait plus grand monde sur le campus. Personne ne viendrait me chercher ici. Mais l'atmosphère était oppressante. Je sentais que je n'avais rien à faire là. Plus je restais, plus cette sensation se renforçait. C'était une impression très précise, très claire. Quelque chose ne voulait pas de moi ici. Ce n'était pas juste une peur irrationnelle, pas une simple angoisse de se retrouver seul dans un endroit lugubre. C'était autre chose, une présence palpable. Puis, alors que j'étais immobile, l'air est devenu glacial en un instant. Rien ne pouvait expliquer ce changement brutal, pas de conduit d'aération, rien qui aurait pu provoquer un courant d'air. Et tout aussi soudainement, la température est redevenue normale. À peine le temps de me remettre que j'ai entendu un bruit violent, un choc sourd, comme si quelque chose de massif venait de tomber quelque part dans l'obscurité. Impossible d'en trouver l'origine. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je suis parti immédiatement. Je ne crois pas aux phénomènes paranormaux. Je ne crois pas aux fantômes, ni aux extraterrestres, ni à quoi que ce soit de ce genre. Pourtant, à ce jour, je suis incapable d'expliquer ce qui s'est passé ce soir-là. C'est l'une des expériences les plus étranges de ma vie. Mon ami et moi avions 14 ans à l'époque. On était tranquillement installés dans son salon, absorbés par une partie de Pokémon, la télé en fond sonore. Rien d'extraordinaire, juste une soirée banale comme tant d'autres. Puis, sans prévenir, sa sœur a surgi dans la pièce en pleurs, complètement paniquée. Pas juste des larmes discrètes, mais des sanglots incontrôlables, comme une gamine qui vient de voir son monde s'écrouler. Il nous a fallu un moment pour la calmer suffisamment afin qu'elle puisse nous expliquer ce qui se passait. Finalement, elle nous a demandé de la suivre dans sa chambre. Elle prenait un cours avancé de flûte et, pour l'un de ses exercices, elle devait s'enregistrer en train de jouer. Rien d'anormal jusque-là. Mais ce soir-là,
après avoir terminé son morceau, elle avait oublié d'arrêter l'enregistrement immédiatement. En réécoutant, elle s'était rendue compte qu'après les dernières notes de musique, un silence s'installait puis un hurlement avait retenti. Ce n'était pas un bruit de fond indistinct, pas une anomalie sonore que l'on pouvait mettre sur le compte d'un enregistrement de mauvaise qualité. Non. C'était un cri. Un cri perçant, net, celui d'une jeune fille hurlant à plein poumon. Nous avons tous essayé de trouver une explication rationnelle. Mais la disposition de la maison rendait cette possibilité improbable. Sa chambre donnait sur le garage et le jardin était entièrement clôturé. Même si quelqu'un avait crié dehors, il aurait été impossible que le son soit capté avec une telle clarté sur son enregistreur. Ce soir-là, elle a refusé de dormir dans sa chambre. En réalité, elle n'y est pas retournée seule pendant 6 mois. Quant au fichier, elle l'a effacé immédiatement, trop terrifiée à l'idée de le conserver. Mon ami et moi étions frustrés qu'elle l'ait supprimé aussi vite, mais au fond, on ne pouvait pas lui en vouloir. L'enregistrement avait disparu, mais la sensation de malaise, elle, est restée bien plus longtemps. Ma sœur avait une poupée en forme de cheval qui bougeait toute seule. Inutile de dire que ça nous terrorisait tous les deux. Mais au début, j'avais du mal à la croire. L'idée qu'un simple jouet puisse changer de place sans intervention humaine me semblait absurde. Jusqu'à ce que je décide de vérifier par moi-même. Une nuit, vers 4 heures du matin, incapable de dormir, j'ai décidé de tester son histoire une bonne fois pour toutes. J'ai fait le tour de la maison et j'ai trouvé le cheval dans sa chambre. Rien d'étrange jusqu'ici. Rassuré, je suis retourné dans mon lit en me disant qu'elle devait juste s'imaginer des choses. Mais une angoisse sourde a continué à me grignoter, un doute persistant. Alors, quelques minutes plus tard, j'ai décidé de vérifier à nouveau. Quand je suis retourné dans sa chambre, la poupée n'était plus là. Pas un bruit dans la maison. Personne d'autre n'était réveillé. Pas de pas, pas de porte qui grince, rien. Pourtant, le jouet avait disparu. Le cœur battant, j'ai erré dans la maison, cherchant une explication. Je suis allé dans le salon. Et il était là posé bien en évidence. Je suis resté une fraction de seconde à le fixer, essayant de trouver une explication rationnelle, avant que la panique ne prenne le dessus. J'ai couru jusqu'à ma chambre, claqué la porte et me suis caché sous mes couvertures, incapable de fermer l'œil pour le reste de la nuit. J'ignore toujours comment ce jouet a pu bouger sans bruit, sans personne, sans logique. Mais ce que je sais, c'est que je ne l'ai plus jamais touché après cette nuit-là. Un été, alors que j'étais à l'université, j'ai pris le rôle de responsable résident, RA, dans un petit dortoir de 2 étages, composé de 15 chambres. Seuls 2 autres étudiants y séjournaient pour l'été, ce qui rendait l'endroit particulièrement calme, presque vide. Un soir, nous étions tous les 3 dans le salon du rez-de-chaussée, plongés dans un film, quand une voix de femme a clairement prononcé mon nom depuis l'étage supérieur. 2 fois. Le son était net, sans ambiguïté. Ce n'était pas un murmure, pas une voix lointaine ou déformée. C'était distinct, précis, comme si quelqu'un nous appelait. Nous avons tous sursauté, échangeant des regards figés. On l'avait tous entendu. Aucun de nous n'a voulu admettre que ça nous glaçait le sang, mais l'hésitation à bouger parlait pour nous. Finalement, la peur d'être seuls nous a poussés à monter ensemble. Nous avons exploré chaque recoin du dortoir. Chaque chambre, chaque couloir. Le bâtiment était presque désert. Les 12 autres chambres étaient vides, leurs occupants partis pour l'été. Aucune télévision allumée, aucun haut-parleur en veille, aucun ordinateur en marche. Nous avons vérifié tout ce qui aurait pu produire du son. Mais il n'y avait rien. Nous sommes redescendus, mal à l'aise mais sans autre explication que celle que nous refusions d'envisager. Ce phénomène ne s'est jamais reproduit. Mais cette nuit-là, nous avons tous dormi avec nos portes fermées à clé. J'ai toujours eu cette espèce de 6e sens,
une capacité à ressentir l'énergie des endroits où je me rends. Plus je me rapproche d'un lieu, plus l'atmosphère semble changer. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme si l'air lui-même devenait différent. Parfois, l'énergie est bonne, accueillante. D'autres fois, elle est oppressante, pesante, presque suffocante. Dans ces cas-là, c'est une sensation qui s'installe progressivement, comme un brouillard épais qui m'envahit, un poids sur ma poitrine qui devient de plus en plus lourd. Une fois, j'ai même refusé d'entrer dans une maison. Avant même d'atteindre l'entrée, je sentais une angoisse si écrasante que j'ai fait demi-tour sur le trottoir. Il était hors de question que je mette un pied à l'intérieur. Mon premier véritable contact avec le paranormal s'est produit alors que j'étais en 3e année de primaire. J'ai grandi en Pennsylvanie, et cet événement s'est déroulé à Pittsburgh, au William Penn Hotel, en plein centre-ville. Dès mon arrivée, quelque chose me semblait étrange, mais j'étais trop jeune pour analyser ce que je ressentais vraiment. Ce soir-là, avant d'aller me coucher, je suis allé dans la salle de bain. Rien d'anormal, jusqu'à ce que je lève les yeux vers le miroir. Mon reflet n'était pas là. À sa place, il y avait une femme à la peau pâle, aux cheveux noirs et aux orbites vides. Des cavités sombres là où auraient dû se trouver ses yeux. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai quitté cette salle de bain en courant. Mes parents ne m'ont pas cru. Gettysburg est sans doute l'endroit le plus hanté où j'ai mis les pieds. J'y ai vécu plusieurs expériences étranges, notamment dans la Jenny Wade House, où j'ai senti quelque chose me saisir et me griffer. Plus tard dans la journée, nous avons mangé au Dobbin House Tavern. À un moment, je me suis éclipsé pour aller aux toilettes. Alors que je me tenais au urinoir, la porte de la cabine voisine a claqué brusquement. Immédiatement après, j'ai entendu un rire d'enfant, un petit gloussement étouffé. En revenant à table, j'ai demandé à la serveuse si le lieu était hanté. Son visage est devenu livide. Mais rien ne m'a autant marqué que la maison de ma grand-mère. Là, on ne parlait plus de simples apparitions ou de bruits étranges. C'était autre chose, une présence qui dépassait tout ce que j'avais connu jusque-là. En pleine nuit, il arrivait souvent d'entendre des pas lourds monter les escaliers du sous-sol. Parfois, des coups sourds résonnaient derrière la porte du placard dans la chambre du fond, celle qui surplombait le garage. Une nuit, alors que nous allions chercher ma grand-mère pour les fêtes, cette sensation d'oppression est revenue, mais en pire. Plus nous approchions de la maison, plus elle devenait écrasante. À 30 minutes du trajet, elle était déjà insupportable. Quand nous sommes arrivés devant la maison, c'était comme si elle nous observait, comme si quelque chose nous attendait à l'intérieur. Une fois entré, l'air était si dense que j'avais du mal à respirer. Cette nuit-là, j'ai ressenti une présence que je n'avais jamais connue auparavant. Une entité malveillante. Pas juste effrayante. Une haine pure, brute, tapie dans l'obscurité, nous surveillant à chaque instant. Et puis, il y a eu cet été, alors que toute ma famille était partie à la plage. Je devais rester pour m'occuper du chien, c'était mon rôle après tout. Les 4 premières nuits se sont déroulées normalement. Mais la 5e, tout a changé. En pleine nuit, Alexa, dans la cuisine, s'est soudainement activée. Désolé, je ne comprends pas cette demande. Puis un morceau de piano s'est mis à jouer tout doucement. Sur le coup, j'ai mis ça sur le compte d'un bug. Mais la nuit suivante, c'est arrivé encore. Et la nuit d'après aussi. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que l'ancien propriétaire de la maison était décédé sur place. Et qu'il adorait la musique de piano. Une fille avec qui j'étais au lycée, appelons-la Sarah, a vécu une série d'événements étranges qui ont marqué tous ceux qui connaissaient son histoire. Quand elle était enfant, sa mère avait une amie qui se disait voyante, et lorsqu'elle l'a présentée à Sarah alors qu'elle était encore bébé, cette femme lui a fait une remarque troublante en disant qu'elle avait le pressentiment que Sarah serait une enfant malchanceuse, une phrase qui avait profondément agacé sa mère et qu'elle n'avait jamais oubliée. Plus tard, au lycée, Sarah semblait effectivement attirer la malchance d'une façon presque surnaturelle. Chaque jour, au moment du déjeuner, les élèves se réunissaient dans une grande cour au centre du campus, et il ne se passait pas une semaine sans que quelque chose ne lui tombe dessus,
que ce soit un bout de nourriture jeté au hasard, une balle de tennis perdue ou tout autre objet qu'on ne pouvait pas vraiment expliquer. Tout le monde le remarquait, et même si cela pouvait sembler anecdotique, c'était si fréquent que ça en devenait presque ridicule. Mais ce qui lui est arrivé par la suite dépassait de loin ces petites coïncidences. Une nuit, alors qu'elle dormait paisiblement, elle a soudainement repris conscience sans pouvoir bouger, complètement paralysée dans son lit. En levant les yeux, elle a vu une forme sombre dans un coin de sa chambre, une sorte d'orbe noir qui semblait flotter dans l'air. D'abord immobile, il a lentement commencé à descendre le long du mur, glissant sans bruit jusqu'au sol avant de se diriger droit vers son lit. Terrifiée mais incapable de réagir, elle l'a senti remonter sur ses draps, glisser sur sa main, puis progresser lentement le long de son bras jusqu'à atteindre l'arrière de son cou. Au moment où l'orbe a touché cette zone, elle s'est réveillée en sursaut, le cœur battant à tout rompre, baignée de sueur, le souffle court, mais ce qui l'a le plus marqué, c'est cette douleur sourde et étrange à l'endroit exact où la chose s'était posée. Dans les jours qui ont suivi, la douleur a persisté, un point de tension inexplicable qui restait là, sans cause apparente, et qui est même devenu douloureux au toucher, comme si quelque chose s'y était ancré. Pendant des mois, cette sensation ne l'a pas quittée et, inquiète, elle a fini par consulter un médecin qui, après plusieurs examens, n'a trouvé aucune raison physique pouvant expliquer son mal. Les événements étranges ne se sont pas arrêtés là. Un matin, alors qu'elle était en voiture pour aller au lycée, seule sur la route, elle a soudain senti un coup dans son siège, comme si quelqu'un l'avait donné d'un pied, exactement comme le ferait un enfant assis à l'arrière pour embêter un adulte devant lui. Sur le moment, elle a jeté un regard rapide dans son rétroviseur, persuadée que c'était une illusion, mais il n'y avait rien. Quelques secondes plus tard, un second coup, plus fort cette fois, et l'angoisse a commencé à monter en elle alors qu'elle tentait de garder son calme en restant concentrée sur la route. Puis un troisième coup est venu frapper le dossier de son siège, et c'est là qu'elle a craqué, submergée par la panique, les larmes aux yeux, le souffle court, la sensation grandissante qu'il y avait bien quelque chose avec elle dans cette voiture, même si son esprit rationnel lui disait que c'était impossible. Arrivée au lycée, elle était bouleversée et savait qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qui lui arrivait. Désespérée et à bout de nerfs, elle a fini par demander à sa mère si elle pouvait revoir son amie voyante pour essayer de comprendre ce qui se passait. Sa mère, d'abord sceptique, a fini par accepter et a organisé la rencontre. Lorsqu'elles se sont retrouvées, Sarah n'a pas dit un mot sur ce qu'elle vivait, se contentant d'attendre de voir ce que la femme percevrait d'elle. La voyante l'a observé un moment, puis lui a demandé de respirer profondément et de se détendre avant de contourner lentement la chaise où Sarah était assise. Sans la moindre hésitation, elle a levé la main et l'a posée délicatement sur l'arrière de son cou avant de murmurer d'un ton grave : « C'est ici, n'est-ce pas ? » Quand j'étais enfant, notre famille déménageait souvent, ce qui m'a amené à vivre dans de nombreuses maisons. L'une d'elles reste particulièrement gravée dans ma mémoire. Elle n'avait rien de spécial en apparence, pas de détails sinistres ou d'atmosphère lugubre. Pourtant, elle m'a laissé des souvenirs que je ne peux pas expliquer rationnellement. Dès notre installation, j'ai commencé à faire des cauchemars de manière récurrente. Ce qui me troublait, c'est qu'ils se déroulaient toujours dans la maison elle-même. Il y avait souvent cette femme en colère qui arpentait l'extérieur, frappant violemment contre les vitres, exigeant d'entrer. Parfois, j'étais simplement allongé dans mon lit, et un visage sombre flottait au-dessus de moi, silencieux mais oppressant. Les épisodes de paralysie du sommeil sont devenus fréquents, avec cette même figure féminine qui entrait dans ma chambre et me dominait avec une fureur glaçante. J'avais aussi un drôle de pressentiment à propos du coin du mur au-dessus de mon lit, exactement l'endroit où le visage apparaissait dans mes rêves. Impossible d'expliquer pourquoi, mais quelque chose m'attirait là-bas, d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Au début, j'ai attribué ces cauchemars à un mélange de stress et de dépression, mais ils étaient si constants et toujours liés à cette maison que j'ai fini par me demander si elle n'était pas hantée. Quelques années plus tard, nous avons dû déménager à nouveau. Cette fois, ce n'était pas pour une raison habituelle comme un changement de travail ou de loyer. Le propriétaire voulait récupérer la maison après le décès de sa femme âgée. C'était la première fois que nous quittions un logement à cause d'un décès.
Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si c'était lié à ce que j'avais ressenti dans cette maison. Après notre départ, plus un seul cauchemar. Je n'y pensais même plus, jusqu'à une conversation anodine avec mon frère, bien des années plus tard. J'ai lancé, presque en plaisantant, que cette maison m'avait toujours paru hantée. Il s'est figé puis il m'a regardé, surpris, avant d'admettre qu'il avait pensé exactement la même chose. Il m'a raconté qu'il entendait des murmures incompréhensibles la nuit, juste à son oreille. Des chuchotements, sans mots distincts, qui lui donnaient des frissons. C'était devenu si perturbant qu'il avait pris l'habitude de dormir sous les couvertures, les oreilles couvertes, pour essayer d'y échapper. Nous n'avions jamais évoqué ces expériences à l'époque. Chacun de notre côté, nous avions cru être les seuls à ressentir cette présence. Pourtant, le fait que nous ayons tous les deux été hantés par cette maison, sans jamais en parler, est pour moi la preuve irréfutable qu'il s'y passait quelque chose. Quand j'étais au lycée, mon pote m'a appelé à 2 heures du matin. Il savait que j'étais insomniaque et que j'étais probablement le seul encore réveillé, malgré les 5 heures de sommeil qu'il nous restait avant d'aller en cours. Il m'a raconté qu'il s'était disputé avec son père plus tôt dans la soirée. D'habitude, après un gros conflit, son père venait toujours le voir dans sa chambre pour essayer d'apaiser les choses. Alors quand il s'est réveillé au milieu de la nuit et qu'il a vu la silhouette d'un homme assis au bord de son lit, il a supposé que c'était son père qui regrettait d'avoir crié sur lui. Il a murmuré un « papa », mais la silhouette n'a pas réagi. Il a haussé la voix, « Papa », toujours rien. Alors, pour attirer son attention, il a donné un coup de pied dans la couverture, dans l'espoir que le mouvement le touche ou le fasse réagir. Mais quand la couverture s'est soulevée et retombée sans rencontrer aucun obstacle, il a compris qu'il n'y avait rien. Et c'est à cet instant qu'il a eu vraiment peur, parce que la silhouette n'était plus là non plus. Je me suis dit qu'il devait être à moitié endormi, victime d'une de ces illusions étranges qu'on a parfois au réveil. Rien d'anormal. Mais il était tellement terrifié qu'il avait quitté sa maison et s'était installé sur le porche, incapable d'y rester une seconde de plus. Il habitait dans un quartier pas loin du mien, alors je lui ai proposé de venir le voir et de fumer un peu pour qu'il se détende. En arrivant, je l'ai trouvé vraiment secoué. J'ai fini par le calmer et par le convaincre qu'il avait juste imaginé tout ça, qu'il n'y avait rien d'inquiétant. On a fumé quelques blunts, et une fois qu'il s'est senti mieux, il est rentré chez lui. Alors que je repartais, mon briquet est tombé derrière moi. Je me suis retourné pour le ramasser, et en levant les yeux vers la maison, mon regard s'est arrêté sur la fenêtre en haut à droite. Celle de sa chambre. Et là, j'ai vu un homme. D'abord, j'ai pensé que c'était son père, qu'il nous avait entendu fumer dehors. Mais en regardant mieux, j'ai compris que ce n'était pas lui. Mon premier réflexe a été de paniquer, et s'il y avait un intrus dans la maison? J'ai figé mon regard sur la silhouette, cherchant une explication, prêt à réagir. Puis, lentement, l'homme a tourné la tête sur le côté, s'est déplacé vers le centre de la fenêtre, et a disparu. Pas en s'éloignant, pas en se baissant. Il s'est juste effacé, comme s'il n'avait jamais été là. Je n'en ai jamais parlé à personne, pas même à lui. D'abord parce que le seul qui m'aurait cru, c'était lui, et que ça ne l'aurait qu'encore plus angoissé. Ensuite parce que n'importe qui aurait répliqué, « T'étais défoncé, comment tu veux qu'on te prenne au sérieux ?» Mais soyons clairs, j'avais une sacrée tolérance à l'époque, et tous ceux qui ont déjà fumé savent qu'un joint, même plusieurs, ne te fait pas voir un homme parfaitement distinct dans une fenêtre, immobile, pendant 15 bonnes secondes. Je ne sais pas si ça compte vraiment comme une expérience paranormale, mais c'était suffisamment terrifiant pour que j'ai encore du mal à y repenser aujourd'hui. Je vais dans une toute petite école privée. Et quand je dis petite, c'est vraiment minuscule. Il y a à peine 150 élèves, de la maternelle jusqu'à la terminale, ce qui vous donne une idée de l'échelle du truc. J'étais en 6e quand c'est arrivé. Mon cours d'anglais était au 4e étage, un étage qui m'avait toujours mis mal à l'aise. Beaucoup de rumeurs circulaient à propos de cet endroit. Des histoires de portes qui se ferment toutes seules, de bruits de pas alors que personne n'est là, ce genre de choses.
Je n'y avais jamais trop cru, mais l'atmosphère là-haut était étrange, pesante. Ce matin-là, j'étais en retard pour le cours à cause d'un rendez-vous chez l'orthodontiste. Je montais les escaliers seul, pressé d'arriver. Juste au moment où j'ai atteint le 4e étage, j'ai senti un souffle d'air glacé passer tout près de moi. Il n'y avait pourtant aucune fenêtre ouverte. Et puis, sans comprendre comment, j'ai perdu l'équilibre. Je suis tombé, dévalant la moitié des marches avant de m'écraser violemment. Ma tête s'est mise à me lancer, une douleur sourde et écrasante. J'ai sombré, mais ce n'était pas un simple évanouissement. J'étais encore là, d'une certaine manière. Une conscience flottante, piégée dans un état où je ne pouvais ni bouger ni parler. J'ai senti un souffle chaud et rauque sur ma nuque. Un murmure indistinct, des grognements presque inhumains. Des frissons glacés parcouraient mon dos, comme si quelque chose me scrutait, tout près. Puis j'ai ouvert les yeux et il était là. Une silhouette penchée sur moi, une créature à la peau tendue et sombre. Ça ressemblait à un bouc, mais ce n'en était pas un. Son corps était voûté, ses yeux noirs et fixes, des filets de bave coulant de sa gueule ouverte, révélant des dents longues et acérées. J'ai eu le temps de le voir juste une seconde. Je me suis relevé d'un bond et j'ai couru sans réfléchir jusqu'à ma salle de classe. En entrant, tout le monde s'est tourné vers moi. J'étais essoufflé, tremblant, livide. J'avais 20 minutes de retard et je devais avoir l'air complètement paniqué. Le professeur m'a laissé passer sans poser de questions, sachant que j'avais eu un rendez-vous médical. Mais puis il a remarqué mes blessures. Il m'a demandé pourquoi j'avais d'énormes bleus sur le bras et la jambe. J'ai baissé les yeux et j'ai vu qu'ils étaient immenses. Je n'avais rien senti en courant. J'ai simplement répondu que j'étais tombé. Ce qui, techniquement, était vrai. Il a hoché la tête et m'a dit de m'asseoir. Je n'ai jamais raconté cette histoire à qui que ce soit. Qui me croirait? Mais le simple fait de l'écrire, de la sortir de ma tête, me soulage un peu. Ce n'est peut-être pas la meilleure histoire, mais sur le moment, c'était une expérience franchement terrifiante. Quand j'étais ado, ma famille avait pris l'habitude de passer les vacances d'hiver dans une maison bien précise. C'était dans une ville médiévale d'Angleterre, et la maison elle-même était incroyablement ancienne. La plupart des pièces étaient normales, rien de particulier, sauf une. Celle qui était censée être ma chambre. Dès la première nuit, je n'ai pas tenu longtemps. J'ai attrapé mon matelas et je l'ai traîné de l'autre côté de la maison jusqu'à la chambre de mes frères et sœurs. Impossible de rester là-bas. L'atmosphère y était insoutenable. Ce n'était pas une simple impression de malaise ou une peur irrationnelle liée à l'obscurité. C'était une présence bien plus lourde, presque tangible. Quelque chose dans cette pièce ne voulait pas de moi, et c'était comme si toute cette colère et cette haine étaient concentrées dans l'air même de la pièce. Je ne crois pas aux démons. Ce n'était pas ça, et ça ne l'a jamais été pour moi. Quant aux fantômes, je reste agnostique, je ne suis ni convaincu ni totalement sceptique. Pourtant, si les démons existaient vraiment, ce serait exactement ce que j'imaginerais ressentir en leur présence. Et je sais une chose, ce que j'ai ressenti cette nuit-là était réel. Je n'étais pas le seul. Tout le monde dans la maison avait remarqué cette différence. Ma sœur s'était même mise à jouer à un drôle de jeu, sautant du couloir dans la chambre et en ressortant aussitôt, juste pour expérimenter le changement brutal d'atmosphère. J'étais persuadé que cela venait de la cheminée. Il y avait toujours eu quelque chose qui clochait avec cette cheminée. Une sorte de lourdeur dans l'air, une sensation oppressante qui s'intensifiait quand on s'en approchait. Évidemment, dans une ville médiévale anglaise, les histoires de fantômes ne manquent pas. Ma mère a même un livre entier rempli de légendes locales. L'une d'elles concerne précisément la rue où se trouvait notre maison et parle d'un esprit qui vivrait dans une cheminée. Je ne sais pas si cela fait référence à une autre maison de la rue, mais c'est une coïncidence troublante. Quand nous avons emménagé dans notre bungalow des années 50, notre plus jeune fils avait environ 8 mois. Notre chambre était à l'étage, et la sienne juste au pied des escaliers,
ce qui nous permettait de l'entendre facilement s'il avait besoin de quelque chose. Nous n'avions même pas besoin d'un babyphone. C'était un excellent dormeur, il faisait ses nuits sans problème. Mais dès notre arrivée dans cette maison, il a commencé à émettre un cri bref au beau milieu de la nuit, 1 ou 2 fois par semaine. Pas des pleurs prolongés, juste un gémissement, une sorte de plainte unique. À chaque fois, ma femme ou moi descendions pour le voir. Et chaque fois, il dormait paisiblement, sans la moindre trace d'agitation. On a fini par se dire que c'était simplement une sorte de somnambulisme infantile, l'équivalent d'un bébé qui parle dans son sommeil. Cela a continué pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'on s'habitue au point de ne plus descendre le voir, sauf si les pleurs duraient plus de quelques secondes. On savait qu'il dormait et que tout allait bien. Puis, un week-end, ma femme est partie chez sa mère avec les enfants pour 3 jours. J'étais resté seul à la maison à cause du travail. Cette première nuit, dans le silence complet, j'ai entendu le même cri. J'étais seul, mon fils n'était pas là. Je n'ai pas dormi de la nuit, ni vraiment du reste du week-end. En 4e, j'ai trouvé un livre sur les séances de spiritisme et l'occulte dans la bibliothèque de mon école primaire. Avec le recul, ce n'était probablement pas le choix le plus judicieux pour un établissement scolaire. Étant issu d'une famille chrétienne plutôt conservatrice, j'étais forcément intrigué. J'ai emprunté le livre en douce, l'ai enfoui au fond de mon sac et, une fois rentré à la maison, je l'ai discrètement glissé sous mon matelas. Ce soir-là, j'ai commencé à le lire. L'un des chapitres expliquait comment invoquer l'esprit d'un défunt à travers un miroir pour lui parler. À cet âge-là, la seule personne décédée que je connaissais était mon arrière-grand-père. Une part de moi savait sûrement que rien ne se passerait. Jésus ne me laisserait pas voir quoi que ce soit de mauvais, pas vrai? Poussé par la curiosité, j'ai pris le livre et je suis allé dans la salle de bain. J'ai suivi les instructions, même si aujourd'hui je ne me souviens plus des détails. En revanche, ce que je me rappelle parfaitement, c'est ce qui s'est passé ensuite. Le miroir a commencé à se couvrir de buée, et une forme a émergé à travers la surface. Un visage. Celui de mon arrière-grand-père. Mais pas tel que je me souvenais de lui. Il était déformé, émacié, grisâtre. Il avait quelque chose de profondément effrayant. Chaque poil de mon corps s'est dressé quand son visage s'est mis à bouger, sa bouche s'entr'ouvrant lentement. Mais avant qu'un mot ne puisse être prononcé, j'ai arraché le livre du comptoir et j'ai détalé. J'ai claqué la porte derrière moi et je me suis précipité sous mes couvertures, tremblant de la tête aux pieds. En y repensant aujourd'hui, je doute moi-même de ce que j'ai vu. J'étais un enfant, mon imagination était débordante, les souvenirs s'altèrent avec le temps. Pourtant, la peur, elle, était bien réelle. Une peur viscérale, pure. Une peur qui m'a fait remettre ce livre à la bibliothèque dès le lendemain matin, sans même oser le rouvrir. Peut-on vraiment invoquer les morts dans un simple miroir de salle de bain? Honnêtement, je préfère ne jamais le savoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.